Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de KTO. Nous sommes là ce soir ensemble pour un débat sur une question éminemment délicate à traiter, qui est celle des rapports entre Richard Wagner, le grand compositeur, et le national-socialisme. Une question que nous allons aborder avec, d'une part, Gottfried Wagner, arrière-petit-fils du compositeur, et qui nous donnera un point de vue, je pense, extrêmement original et neuf, et qui détonne peut-être par rapport à celui qu'on entend d'habitude. Nous aurons à sa gauche Ulrich Drüner, qui est musicologue, qui a été également interprète des œuvres de Wagner pendant plusieurs années. Et nous conclurons le débat avec Fanny Chassin, qui est à la Sorbonne, qui est aussi boursière du Collège des Bernardins et qui travaille précisément sur l'instrumentalisation de l'œuvre de Wagner par Adolf Hitler, l'exemple de Parsifal. Voilà, donc nous allons avoir à traiter, à aborder énormément de questions sur des sujets extrêmement sensibles. Je vais d'abord demander à Gottfried Wagner s'il peut nous expliquer en fait quel est le statut des écrits politiques de Wagner dans l'ensemble de l'œuvre du compositeur, puisque ce que nous connaissons sont les opéras, mais je crois que l'une de vos idées, c'est de dire que on ne peut pas faire abstraction de sa production en prose et en particulier des écrits politiques dans l'ensemble de sa production artistique et intellectuelle. Et j'aimerais bien d'abord peut-être que vous nous parliez de cela. Premièrement, je vais parler ici comme historien. J'insiste aussi pour ma propre qualification et aussi le metteur en scène de Wagner. Seulement, discuter, voilà, c'est un thème très riche que vous avez maintenant proposé. Il faut le dire où on va discuter Wagner. Si on discute le cas Wagner en cette relation, on discutera d'une manière différente en Israël ou en Allemagne ou dans la France ou en Italie. Il faut toujours faire les nuances. Pour ma génération des Allemands, ça veut dire nés après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la situation assez compliquée. Ça veut dire qu'il y a eu un tabou de discuter certainement le thème que nous allons discuter aujourd'hui de Wagner à Hitler. C'est une chose, on n'a pas touché ça. On n'a pas touché aussi la relation des œuvres de Wagner, de trame musicale avec ses théories. On a complètement, on n'a pas voulu, mais certainement aussi avec ma génération, avec des questions politiques sur l'Allemagne, automatiquement on arrive... Alors, j'ajoute que nous sommes ici, puisque vous parlez du lieu, nous sommes ici à Paris, en un lieu, et en France, je dirais, en un lieu où il y a beaucoup d'admirateurs de Richard Wagner, et où, là aussi, il y a une forme de tabou, c'est-à-dire que on n'ose pas finalement aborder, alors que peut-être, finalement, ça libérera la discussion sur Wagner, d'aborder la question de ses écrits politiques. Mais aussi dans la France, a beaucoup de chance. On a eu 3 ans maintenant aussi, sur la musique et le Troisième Reich. Et vous avez vu certainement cette exposition, c'était extraordinaire. Et on a discuté aussi le cas de Richard Wagner. Alors, c'était aussi, je pense... C'est pas une première, même si ce débat de ce soir est important. Non, en tout cas, la situation en Allemagne, j'aimerais bien parler sur ça, c'est toujours, ma génération a su bien qu'il y a eu des choses qu'on ne veut pas discuter. Ça fait certainement créer aussi des grandes curiosités. Ça veut dire, on a spécialement dans les cartes politiques, il faut être, vous faites aussi un cours sur la Shoah, sur ça, aussi la discussion avec les Allemands, aussi la question qu'est-ce qui se passe dans le Troisième Reich. On a, ma génération a commencé d'étudier aussi, certaines fois, dans une forme, caché. On a commencé de lire pour nous seuls, pour trouver après aussi des professeurs disponibles. Ce n'était pas tellement clair. Aussi à l'université, de faire des séminaires sur le thème. Je vous entends bien, mais on va prendre un cas concret, si vous voulez. Il y a un texte qui est célèbre et qui, en même temps, n'est jamais vraiment discuté jusqu'au bout. C'est le judaïsme dans la musique de Richard Wagner. Est-ce qu'on pourrait prendre cet exemple concret et que vous nous disiez un petit peu
comment vous, qui en plus êtes concerné par votre famille, par votre ascendance, quelle place vous accordez au judaïsme dans la musique, dans l'œuvre de Richard Wagner? Et peut-être, est-ce que vous pouvez, puisque vous avez, de façon d'emblée de jeu, vous avez dit, on va parler finalement sur ce qui mène de Wagner à Hitler, bon, une formule abrupte, mais est-ce que vous pouvez nous dire donc, est-ce que le judaïsme dans la musique, c'est déjà un texte précurseur? Discutons, c'est écrit, maintenant c'est très fameux, mais c'est leur premier public, ce premier public écrit de Wagner antisémitique. Mais ce n'est pas le seul. Tout de suite, il faut le dire très clairement. Il a commencé à écrire des textes antisémitiques en 1850, c'est la première fois. Et après, il lui a continué jusqu'à la fin de son vie avec les écrits des régénérations qu'on n'a pas encore discuté, spécialement aussi dans la France, avec toutes les combinaisons, la discussion avec Gobineau, avec des questions raciales. Et ça certainement a aussi influencé les œuvres de Wagner. Ça veut dire, je parle spécialement de l'anneau de Nibelung, je parle spécialement aussi de Maître Chanteur et aussi de Parsifal. Et après, on va discuter ça en détail. C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, d'une part, vous nous dites que l'antisémitisme de Wagner, c'est pas simplement un anti-judaïsme classique. Il y a aussi une dimension qui est celle de son époque, avec l'imprégnation. Vous parlez des relations avec Gobineau, mais vous allez plus loin. Donc là, peut-être que c'est ça aussi qui va susciter la discussion tout à l'heure avec le public. Puis on va demander à Monsieur Drunner bientôt de réagir à ce que vous dites. Vous voulez dire en fait que un écrit comme le judaïsme dans la musique ou d'autres écrits de Wagner ne sont pas sans influence sur son œuvre de compositeur, si je vous comprends bien. C'est évident. C'est aussi pas de... Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets? Un concret, par exemple, le judaïsme dans la musique, il faut mettre ensemble avec le figure de Beckmesser, dont maître chanteur, où une personne, ce Beckmesser va voler, aussi, une poésie. Si on lit un contexte avec le judaïsme dans la musique, où Wagner écrit, le juif n'est pas capable de produire pour soi-même, une poésie originale. Ce sont des références techniques. Je précise pour les téléspectateurs que vous avez vous-même été metteur en scène d'un certain nombre d'opéras de votre arrière-grand-père. Et donc, c'est une question annexe, mais à la fois, donc, vous sentez l'influence des écrits antisémites, pour nous limiter à eux, de Richard Wagner dans son œuvre, et en même temps, vous avez pu être le metteur en scène, vous avez pu mettre en scène l'œuvre de votre arrière-grand-père. Comment est-ce que vous avez fait coïncider ces aspects contradictoires? Non, pour moi, il faut le confronter. C'est certainement, si vous parlez maintenant être descendant de Richard Wagner et mettre ça en discussion au public international, spécialement en Israël, c'est une chose très très délicate. Mais à l'autre côté, on ne peut pas coucher, faire taillir sur ce côté de Wagner. Il faut le directement confronter, et ça veut dire aussi confronter le thème Wagner dans l'œuvre, dans les théories, dans tous les cultes de Wagner. Ce n'est pas seulement Wagner, et ce ne sont pas seulement les partitions, c'est nos théories sur le festival de Bayreuth, c'est très important. C'est le théâtre, c'est le lieu de culte. Il y a aussi les publications Bayreuther Blätter, le feuille bayreutien, où va définir très clairement qu'est-ce que lui veut avec le festival. C'est aussi en relation avec la France, c'est très important. Non? Précisément, je veux dire, si vous, avec votre point de vue qui est très tranché sur l'importance des écrits dans l'œuvre totale de Richard Wagner, si vous mettez en scène, par exemple, les maîtres chanteurs, puisque vous en parliez, est-ce que ça veut dire que dans votre mise en scène, vous allez mettre en valeur aussi le côté antisémite de manière à faire ressortir, à susciter la discussion? C'est évident qu'il faut le discuter, il faut le mettre en scène dans une manière très responsable. Après, toutes les expériences historiques, ça reste toujours une question très délicate. Maintenant aussi, pour être plus concrète, parce que vous aimez que je vais être plus concrète, aussi ma
sœur plus jeune, Katharina, a mis dans la scène de Bayreuth pour le troisième acte, voilà, la figure de Hitler dans la forme de marionnette. Ça veut dire, on a déjà aussi fait voir, il y a une dimension historique qu'on n'a pas jamais touchée sur la scène de Bayreuth, mais il y a. Et ça, je trouve certainement aussi pour la génération de ma sœur plus jeune, c'est très important. Donc, est-ce que vous considérez que vous avez joué un rôle dans cette évolution? Est-ce que ça veut dire que c'est un phénomène de génération, c'est-à-dire que vous-même, que votre sœur sont prêts à poser des questions que les générations précédentes à Bayreuth ne voulaient pas poser? Parce que pour les générations avant nous, on était trop proches avec le Troisième Reich, on était précisément très proches avec Hitler. Ça veut dire c'est toujours une question très délicate. Nous avons bien que beaucoup de correspondances entre Hitler et la famille Wagner n'est pas encore publiée. On cherche toujours de ne pas discuter. Il y a beaucoup, c'est presque 300 lettres. 300 lettres voilà, divisées à Bayreuth, aussi à Munich, qu'on ne veut pas toucher. Ces lettres, personne ne peut les lire. Jusqu'à un moment, on va le fermer dans les armoires. On ne veut pas toucher ça. Mais je trouve aussi pour vous maintenant, pour historiens, c'est absolument nécessaire. Mais ces lettres, ce sont des lettres écrites par Hitler à la famille, exactement, mais aussi par la famille à Hitler. C'est tous les deux. La correspondance entre la famille Wagner avec Hitler et Hitler avec la famille. Et c'est Wagner. Surtout Winifred Wagner ou c'est d'autres membres de la famille? Non, pas seulement Winifred Wagner. Ce sont aussi les fils de Winifred Wagner. Ça veut dire mon oncle et mon père. Et il y a aussi des lettres avec ma tante, Verena, et il y a beaucoup de matériel. Et vous, en fait, vous êtes né en 1947. Comment est-ce que vous avez grandi avec cet héritage très lourd? J'ai été confronté avec le silence total. Ça veut dire on n'a pas voulu toucher le thème parce que après le Troisième Reich, discuter l'antisémitisme Wagner à Bayreuth, c'était toujours un tabou qu'on n'a pas voulu toucher. Ça veut dire, maintenant, il y a eu le changement à Bayreuth, ça veut dire mon père Wolfgang Wagner se retirer, et maintenant, toi, commencer, une nouvelle période. Je vais souvenir mes sœurs très vivement pour le faire. Ça veut dire, vous allez retourner à Bayreuth? Cette année, je vais aller retourner pour la première fois après 20 ans. Ah oui, donc c'est quand même un pas très important. Je vais discuter aussi à Bayreuth les discussions sur Arno Preker, c'est le sculpteur de Hitler, plus favori. Il était aussi à Paris, nous savons bien. Alors, toutes les choses, il faut maintenant commencer de discuter aussi pour la société allemande avec beaucoup de sincérité, non? Alors, on va revenir sur... Vous avez abordé, en fait, beaucoup de questions extrêmement passionnantes. Je vais demander à Ulrich Drüner, d'abord, de par son expérience d'interprète de Richard Wagner, et aussi comme musicologue, puisque vous vous êtes coltiné à toutes ces questions que vient d'aborder Gottfried Wagner. Est-ce que... Alors, vous adhérez à la thèse que nous venons d'entendre, à savoir que finalement, oui, on peut tracer une ligne de certaines déclarations du judaïsme dans la musique à tel ou tel personnage ou telle scène d'un opéra? Il y a évidemment des liaisons très concrètes qui se trouvent entre les écrits théoriques politiques de Wagner et le Troisième Reich. La chose se complique beaucoup si on pose la question s'il en est de même pour les œuvres musico-dramatiques de Wagner et le Troisième Reich, parce que là, il y a un tas de questions psychologiques et artistiques qui interviennent, qui interdisent en principe une équation directe entre une idéologie abstraite et l'œuvre d'art, parce
parce que ça ne marche pas aussi simplement. C'est très compliqué. Un philosophe n'est pas un compositeur. Sinon, si le compositeur était philosophe, il écrirait des textes et il composerait pas de la musique. Ça passe par des stades émotionnels très chauds. Au moins pour certains compositeurs, plus un compositeur travaille jeune, plus ça se passe bien et sans complications de transporter ses idées artistiques en musique. Si un artiste commence relativement tard, comme Wagner, à composer des grandes œuvres, il y a une formation dans l'esprit qui fait que la chose est plus compliquée. Il y a besoin d'artifices pour que l'idée vienne, pour que l'idée puisse s'exprimer. Dans le domaine de la littérature, c'est très connu que des choses comme les drogues et autres artifices aident la créativité. Il en est absolument de même dans la musique. Les drogues ne sont pas un moyen de prédilection pour faire marcher le moteur créatif d'un compositeur, c'est plutôt la question de sentiments forts. Pour beaucoup de compositeurs, l'amour joue un très grand rôle. Pour Wagner, l'amour a joué un très grand rôle c'est aussi. Ce que j'allais vous dire, c'est le cas pour Wagner. C'est un oui, rôle essentiel. Mais attention, chez Wagner, c'est un peu à l'envers. C'est l'amour non réalisable qui joue le moteur le plus fort en musique. Par exemple, la fameuse période du début des années 1850 où Wagner était en liaison amicale avec le couple Wesendonck à Zurich, était la période la plus fructueuse dans toute la vie artistique de Wagner. C'est là qu'il a écrit L'Or du Rhin, la Valkyrie, le début de Siegfried. Il a commencé Tristan. C'est une richesse inouïe, mais il a vécu dans cette énorme, dans cette fournaise d'un amour qui n'était pas, qu'il ne pouvait pas assouvir. Alors quel rôle joue l'idéologie? C'est quand il n'y a pas cette je vais y arriver tout de suite. Je vais y arriver tout de suite. Il faut de l'idéologie. Oui, cet amour pour Wagner, il était beaucoup plus important d'avoir son mécène, Monsieur Wesendonck, qui le faisait vivre. Donc, il était hors de question d'avoir des rapports étroits avec la femme de son mécène. Mais cet amour impossible a formé un sentiment d'agressivité qui ressort de l'impossibilité d'aimer. Et il y a eu d'autres périodes dans la vie de Wagner où la liaison amoureuse ne se présentait pas, et c'est là qu'on constate dans les documents que ce sentiment d'agressivité de l'amour inassouvi peut être remplacé par d'autres sortes d'agressivité. Et c'est là que intervient l'idéologie. Il y a justement une situation en 1850. Wagner est au plus bas de sa carrière. Il a été chassé. Il était obligé de fuir Dresden à cause de la Révolution. Il n'a personne pour le faire vivre. Il est en problème avec sa première épouse. Et voilà qu'il écrit la première version du judaïsme dans la musique. 1850. Ça a fait un petit scandale en Allemagne et Franz Liszt lui demande « Mais qu'est-ce qui te prend d'écrire une chose pareille ?» Wagner lui répond « Cet écrit est aussi important pour moi que la bile à l'organisme. »
C'est dans cette situation qu'on voit, il n'est pas question d'une chose plus positive comme le sang, par exemple. Il est question de la bile. Il a besoin de faire marcher sa bile. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de l'amour inassouvi, pour venir sur le côté principal que l'agressivité dans la mentalité de Wagner est le moteur le plus fort qui fait Alors, marcher. en même temps, si je vous entends bien, on arrive quand même à dire que l'idéologie ou l'antisémitisme ou une forme de haine politique n'est quand même pas à mettre toujours dans sa vie au centre du tableau. Pas du tout. C'est quelque chose qui est... Moi, je dirais, il y a des gens qui prétendent que c'est toujours le cas. Je ne suis pas de cet avis-là. Je dirais plutôt que l'agressivité idéologique et politique entre en jeu quand la situation familiale et personnelle ne donne pas d'autres moyens. Et de cette duplicité entre des formes émotionnelles privées et des formes extraordinaires comme l'agressivité politique fait que finalement, quand on étudie les œuvres, on trouve des trames très très diverses. Il y a des gens qui disent le fond de l'œuvre artistique de Wagner est antisémite. Je regrette, je trouve que c'est du non-sens. C'est une des trames parmi beaucoup d'autres, et des trames qui s'étagent très différemment, à des niveaux très différents. Une œuvre qui est basée sur des traditions mythologiques marche toujours à plusieurs étages. Il y a toujours des tas de trames. Et une de ces trames est idéologique, et pas toujours. C'est une façon donc effectivement tout à fait convaincante de formuler les choses. Mais moi j'ai deux questions en vous écoutant. D'abord, est-ce que cette trame idéologique, qui n'est qu'une parmi d'autres, mais malgré tout est tellement virulente quand elle est exprimée, qu'elle peut, par la suite, déclencher ce que, par exemple, l'enthousiasme d'un Hitler, pour qui, à la différence de chez Wagner, l'antisémitisme est central. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que finalement on peut rendre compte de manière satisfaisante, on va venir peut-être à cette question, je vais vous la poser aussi, Gottfried Wagner, pour qu'on arrive à préciser les choses. Si on se place cette fois-ci du point de vue du Troisième Reich, bon, il y a instrumentalisation de la musique de Wagner, mais il y a peut-être plus que ça aussi, c'est-à-dire que pour Hitler, Wagner est une religion. C'est même ce qui, chez lui, peut finalement déclencher des émotions fondamentales qui ne peuvent finalement se réaliser que dans la haine antisémite. On va y revenir tout à l'heure. Mais je dirais d'abord, première question, est-ce que on peut dire que cette trame idéologique, qui n'est pas le tout de l'œuvre, on est bien d'accord, eh bien, est-ce qu'elle est cependant suffisamment virulente pour soit isoler de son contexte, soit dans une époque désespérée comme celle des années 20 et des années 30 en Allemagne, avoir un effet destructeur insoupçonné? Il y a des parallèles très surprenantes qui peuvent expliquer pourquoi il y a cette parenté entre Wagner, le politicien, l'artiste politicien, et Hitler, le politicien avec un penchant artistique. Parce que chez Wagner, ces trames différentes, parmi ces trames différentes, l'idéologie est très souvent dans le temps en premier. Par exemple, en ce qui concerne le Ring, l'anneau des Nibelungen, qui commence à naître autour de 1847, il y a écrit une version en prose qui utilise les mêmes mots
que Wagner utilise dans le judaïsme, dans la musique. Il décrit un des nains, Alberich, dans la tétralogie, comme un type qui est de la vermine. Le mot vermine est appliqué aux Juifs dans la musique. Et ce parallélisme montre à quel point cette idée idéologique est à la toute première base d'une énorme œuvre qui va mettre 16 ans avant d'être achevée. Après, il y a Schopenhauer qui va jouer une influence, Hegel va jouer une grande influence. Il y a des tas d'influences différentes, mais la toute première, c'est celle-là. La question, qui est la vermine dans notre société? Et c'est pour ça il y a cette attaque antisémite en 1850 et il y a les mêmes mots dans le tout premier projet de drame pour Et ensuite, il faut 16 ans pour réaliser l'œuvre. Il faut 16 ans pour réaliser l'œuvre et au cours de ces 16 ans, il y a tout un nombre d'autres influences qui se surajoutent. Alors, Gottfried Wagner, moi je vais vous repasser la parole, mais je voudrais préciser, on a entendu le mot vermine, qui est un terme que les nazis utilisent très fréquemment pour parler des Juifs. Vous avez tout à l'heure parlé de tel personnage qui finalement est un parasite dans l'esprit de Wagner. Bon, tout ça, effectivement, quand on lit les œuvres en prose de Richard Wagner, on est frappé de voir comment, sans vouloir établir du tout une ligne droite, mais comment beaucoup des formules sont reprises quasiment telles quelles par Hitler dans un certain nombre de discours, de déclarations, et puis bien sûr aussi dans Mein Kampf. Donc, vous-même, qui avez beaucoup travaillé sur ces choses-là, vous avez aussi organisé des séminaires en Israël, vous avez débattu sur l'histoire de la Shoah, sur comment est-ce que finalement vous percevez la manière dont Hitler a fait de Wagner une sorte de maître musical caché du Troisième Reich. Premièrement, déjà discuté aussi de M. Truner, Hitler a commencé comme artiste. Hitler a eu toujours les idées, voilà, pour lui, la muse plus importante, les deux ont été la musique et l'architecture. Voilà, cette idée aussi de créer des œuvres, plus tard, lui a fait avec Schubert, la musique donne, voilà, des grandes visions. Aussi pour Nuremberg, oui. C'est évident qu'elle était bien inspirée. Alors il faut connaître bien, on peut dire, ce mélange entre politique et l'art. C'est ça aussi commun avec Hitler. Il faut connaître bien le premier présentation de Lohengrin, on peut le lire dans Mein Kampf, ma bataille, l'influence d'être complètement séduit par la musique. Et lui, avec la musique, aussi, Hitler était tellement pris. Il a commencé de lire toutes les livrets, et étudier bien la musique. Hitler était aussi capable de jouer la musique de Wagner. Il ne faut jamais lire. Il connaît par cœur toutes les théories de Wagner. Aussi, créer un lieu national, ça veut dire le Festival de Bayreuth, comme aussi un centre national pour la grandeur de l'Allemagne. Encore avec le journaux Bayreuther Blätter, tout ça ensemble pour propager avec les écrits de régénération au moment juste, pour le Premier Reich. Non? On a cherché un centre culturel pour l'Allemagne et Wagner tout de suite était là. C'est aussi le moment au point de vue historique. Alors, moi je crois qu'il y a, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord,
il me semble que Hitler, qui avait une personnalité au fond assez terne, assez morne par moments, qui pouvait passer par des phases de grande dépression, de vide intérieur, on a le sentiment que quand il veut revivre, quand il veut se motiver, eh bien, il écoute du Wagner, où il en joue un petit peu, et que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche en lui. Donc, on a en fait une structure psychologique qui est à la fois parente, et puis en même temps l'inverse de ce que disait Ulrich Drüner, c'est-à-dire que chez Wagner, l'idéologie, la haine raciste ou l'antisémitisme peuvent être un moyen de compléter ou de susciter une émotion qui manque à un moment. Chez Hitler, on a l'inverse. On a l'inverse, c'est-à-dire que la haine idéologique est toujours là, mais finalement, pour la déclencher de manière active, il n'y a rien de mieux que de s'immerger dans Wagner quelques heures. Donc là, on a quelque chose qui est personnel. Mais est-ce que on va plus loin, c'est-à-dire on va dire que finalement, Wagner pouvait être un lien dans l'esprit d'Hitler et des nazis, un lien avec tous les Allemands, sans avoir à expliciter absolument l'idéologie, sans avoir à donner le fond de ce qu'on voulait faire, mais après tout, c'était un langage commun, un langage émotionnel. Mais premièrement, il faut le voir aussi dans le contexte de la société allemande. Il ne faut pas oublier que la première présentation de l'anneau de Wagner, qui est venu, c'était l'empereur Guillaume Ier. Ça veut dire au point de vue, voilà, pour l'influence, pour l'Allemagne, présenter ça, les œuvres de Wagner, avec une mythologie nordique aussi qui touche plus tard avec le Parsifal très clairement, très évidemment, voilà, les questions raciales et antisémites. C'était déjà tout préparé aussi dans la société, et voilà, et faire ce public allemand aussi wagnerien. Hitler, quand est venu à Bayreuth en 1923, il a voilà, donné son billet pour entrer. Vous avez déjà dit, Wagner c'est les chants, mais avec ça, il a se trouvé déjà avant les portes ouvertes pour continuer. Non? Alors, ce que vous venez de dire est très intéressant, puisque vous avez parlé de Guillaume Ier. Donc c'est un épisode qui est bien connu, hein, ça a venu à Bayreuth, mais donc en fait ça nous permet d'établir une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant même le national-socialisme et sa radicalité, il y a eu aussi une communion dans le culte de Richard Wagner, à l'époque wilhelmienne, au début, ou même juste avant l'époque wilhelmienne, à l'époque bismarckienne. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut comme ça trouver des étapes importantes, quitte d'ailleurs à repérer qu'il y a des moments de radicalisation dans ce que j'appellerais le culte de Wagner en Allemagne? Est-ce que, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale, Wagner joue un rôle de mobilisation, de motivation? C'est évident, tous les centres Bayreuth. Il faut discuter tout de suite le cas de Richard Wagner. A laissé son héritage avec le Bayreuther Blätter, dans lequel lui a défini très clairement qu'est-ce qu'il veut voir au Festival de Bayreuth. Ça veut dire les points du programme sont été premièrement chauvinisme allemand, voilà, on a cru à la supériorité voilà de la culture, de la politique allemande. Le deuxième point c'était racisme, aussi antisémitisme avec des voilà très clairement défini. Et le troisième point, ce n'est pas encore tout touché, c'était antiféminisme. Les trois points étaient déjà les visions que Wagner a établies avec son journal. Et ça, certainement avec Cosima Wagner, qui était voilà, appris après la mort de Wagner, voilà, la direction du festival, on a radicalisé avec le bon fils. Houston Stewart Chamberlain. Voilà, j'allais vous en parler. Est-ce que justement, parce qu'il y a des tas de gens qui disent oui, mais après tout, Wagner n'est pas responsable de ce qui s'est passé après sa mort. Non, pas du tout. Wagner est complètement aussi responsable. C'est votre thèse. Ulrich Drüner, vous diriez la même chose? Absolument. Ce qui s'est passé à Bayreuth après la mort était exactement selon les volontés de Wagner. Cosima était vraiment, on peut dire, non seulement l'épouse, elle était aussi le successeur idéal. Elle s'est
complètement effacé de sa vie privée et a remplacé ce grand vide qui serait resté par les idées de son mari. Et il faut dire qu'elle était un manager génial. Elle avait vraiment la qualification de le faire. Et elle a fait exactement comme Wagner l'a voulu, même peut-être d'une façon plus radicale, parce que Wagner était suffisamment artiste pour avoir été accessible à certains mouvements, par exemple de mise en scène, des choses techniques, des nouvelles possibilités techniques dont il aurait peut-être goûté s'il avait vécu plus longtemps. Cosima, par contre, c'était vraiment le statu quo, c'était tel oui, donc, que Wagner avait laissé les choses, et elle a réalisé ça dans ses limites extrêmement étroites, sans aucun développement. Voilà. Alors je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant et à souligner, c'est que malgré tout, même si il y a des choses qui ont été voulues par Wagner, même s'il y a très clairement une continuité, même si vous dites que Cosima a été le manager génial, que peut-être qu'il lui aurait manqué, eh bien, on ne peut pas non plus exclure des évolutions plus subtiles si Wagner avait vécu plus longtemps. Oui, voilà. Donc ça, Wagner lui-même n'était pas content de cette germanisation un peu exagérée, trop théâtrale, qui ressemble plutôt à des fois. Lui-même, il y a des remarques où on a l'impression qu'il ressent ça un peu comme un théâtre de Guignol. Et il aurait certainement cherché des solutions différentes. Évidemment, le côté germanique était essentiel pour lui, mais pas avec les mais malgré tout, on peut dire aussi un antisémitisme peut-être plus moderne. Il faut le répéter que tous les écrits aussi de régénération sont été publiés. Voilà, les en choses même plus, temps que en même œuvres. temps. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas aussi banaliser le thème de pauvre Wagner. Non, il a su très bien qu'est-ce qu'il lui va faire avec ses publications. J'entends bien. Alors, simplement, peut-être une dernière question, Ulrich Drüner. Quel est le statut de Chamberlain là-dedans, de Houston Chamberlain? Est-ce qu'il est finalement quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à l'idéologie? Est-ce qu'il a une compréhension musicale de l'enjeu, des œuvres de Wagner? Chamberlain a sans aucun doute eu une compréhension assez profonde des œuvres de Wagner, mais il a surtout ressenti venir son grand rôle comme écrivain pour propulser une idéologie politique qui était presque identique à celle qu'il propageait avant d'avoir des rapports avec Bayreuth. De ce côté, il y avait vraiment une symbiose qui s'est opérée entre Chamberlain, le philosophe politique, et ce qu'il trouvait à Bayreuth, où il était évidemment reçu les bras ouverts, et dont il est devenu le plus important porte-parole au début du XXe siècle. Alors, tout ça est très intéressant. Je vais vous repasser la parole après, Gottfried Wagner, mais je voudrais maintenant, je voudrais poser une question à Fanny Chassin. Vous travaillez sur la façon dont Hitler a voulu se mêler de la mise en scène de Parsifal. Hein, et vous avez... Alors, il y a peut-être une expérience dont on peut faire part, c'est que d'abord, quand vous êtes allé à Bayreuth pour essayer de trouver des informations, vous avez trouvé les portes fermées dans les archives. Tout de suite. Dès le départ, en fait, j'ai d'abord contacté le père de notre ami Gottfried qui est là, Wolfgang Wagner, qui ne m'a jamais répondu à mes courriers. Ensuite, je me suis rendue moi-même effectivement aux archives de Bayreuth. L'archiviste très gentiment m'a donné tous les cartons des mises en scène de Parsifal existantes, sauf l'année 34. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette année 1934? Pourquoi est-ce qu'Hitler se mêle de la mise en scène de Parsifal? D'ailleurs que de façon intéressante, qui va être joué quelques jours après la nuit des longs couteaux, si je me trompe pas. Un mois après. Est-ce qu'il y a un rapport pour lui? Est-ce qu'il y a un rapport?
Alors, selon moi, il y a un rapport. Ce que je voudrais dire d'abord, ce que vous me posez la question, Édouard, à propos de cette nouvelle mise en scène, en fait, Winifred Wagner décide de remettre, de moderniser quelque part la mise en scène de Parsifal, car les costumes et les décors n'avaient jamais été modifiés depuis la première mise en scène de 1882. Alors, il s'ensuit une polémique pas possible avec les sœurs, les premières filles donc de Daniela et Eva de Cosima. Et là où Hitler intervient, c'est qu'il comprend précisément le but de la manœuvre. Il comprend que Winifred, en gros, veut nazifier Parsifal, clairement. Alors ça, évidemment, ça lui plaît. Bien sûr que ça lui plaît. Faut quand même rappeler une chose très importante. Houston Stewart Chamberlain déclare en 1924 à Hitler « Vous avez une nature de Parsifal ». Bon. Alors il faut préciser qu'Hitler était très sensible à ce genre de déclaration. Exactement. Qui lui donnait une identité. Et pour lui, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait lui faire. Il était un héros de Wagner. Voilà, surtout finalement, de la part de Chamberlain. Toute sa vie. C'est le sens, c'est un sens qui est donné à sa vie. Alors, voilà. En 1934, donc, nazifié, effectivement. Et est-ce que cette mise en scène de Parsifal, qui se voulait moderniser, mais aussi adaptée au goût du Troisième Reich, est-ce qu'elle a eu du succès? Absolument pas. Elle a été qualifiée le lendemain d'orgie de l'enfer par les médias. Elle est très barbare. Alors, j'ai très peu de choses, je vais vous dire franchement. Pourquoi? Parce que justement, les archives ont été fermées. Donc, j'ai contacté ensuite d'autres membres de la famille Wagner, dont la cousine de Gottfried, qui m'a dit très gentiment d'ailleurs, ne contactez surtout pas Gottfried Wagner, parce que c'est pas lui qui vous dira des choses intéressantes. Bon, alors ça, effectivement, c'est pour ça qu'il est là ce soir. C'était la chose à faire. C'était la chose à faire, et c'est grâce à lui que j'ai appris qu'il y avait cette correspondance qui est absolument importante, enfin plus qu'importante pour les chercheurs aujourd'hui, entre sa grand-mère Winifred et entre Adolf Hitler. Alors, vous travaillez aussi sur ce que vous appelez quelquefois le rôle de la famille, mais aussi d'une sorte de constellation Wagner. C'est-à-dire, il n'y a pas que la famille, il y a aussi tout ce qui est autour de Bayreuth. Et quel rôle ça joue pour Hitler? On a parlé de l'aspect de stabilisation psychologique pour lui, mais quel rôle est-ce que ça joue pour Hitler finalement d'être appuyé par Bayreuth, et puis même qu'on lui dise qu'il est le Parsifal qu'on attendait, et que on l'encourage. Déjà, c'est financier. Le premier souci est financier. En 1923, quand il arrive, jeune homme, qu'il déclare à Winifred, Wagner est ma religion, Hitler fait un pacte avec les Wagner en leur disant « Je vous rendrai Parsifal lorsque je serai élu chancelier d'Allemagne ». Parce qu'il faut savoir que Parsifal il y avait une interdiction qui a été levée en 1913, pouvait être joué partout. Partout. C'est-à-dire ailleurs qu'à Bayreuth. Exactement. Alors qu'à la base, Richard Wagner a créé, le palais du festival pour jouer Parsifal. C'est vraiment, faut imaginer Parsifal comme vraiment quelque chose, comme une messe. Il est interdit d'applaudir, il est interdit de manifester de quelque façon que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Vous allez à la messe, d'ailleurs Goebbels le dit. Je vais à l'office quand je vais voir Parsifal. Mais alors, précisément, je comprends bien, mais on fait souvent de Parsifal un opéra chrétien. Alors, on rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est possible, apparemment, de subvertir Parsifal, ou peut-être même d'y voir des choses que certains ne voulaient pas voir quand l'opéra a été créé. Alors selon moi, oui. Alors déjà, il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Wagner, Cosima Wagner le cite d'ailleurs dans ses journaux, dans le 4e tome, dit « Attendez donc un jour que je bâtisse ma religion ». Donc déjà, il y a ça. Ensuite, Hitler, en 1936, lors d'un voyage avec Hans Frank, qui le menait en Bavière, lui dit dans le train « Je bâtirai ma religion issue de Parsifal ». Donc on reprend encore la même chose. Et effectivement, selon moi, dans Parsifal, il y a absolument des racines, je dirais, pan-germanistes. C'est une religion, certes. Hitler veut bâtir quelque chose de religieux, parce que les racines sont puisées encore une fois chez Wagner, bien sûr, qui lui chercha en fait à créer un nouveau christianisme sans prêtre.
Hitler pareil. Je comprends bien. Mais alors, Ulrich Dröner, vous rejoignez cette analyse de Parsifal? Absolument. Cette analyse est déjà attestée depuis la toute première décennie après la création de Parsifal. Il y a notamment un écrivain du nom Arthur Seidel qui a écrit un petit livre sur Parsifal qui a paru seulement en 1914, mais il se réfère qu'il avait déjà écrit le texte dans les années 1880 et en plus il souligne fortement qu'il écrit là des choses qui sont évidentes, que tout le monde se dit. J'ai eu une discussion cet après-midi avec Gottfried que malheureusement il y a très peu de sources sur ce qui se disait. C'est-à-dire on se disait quand même ces choses-là un peu derrière la main parce que ça ne... même à l'époque c'était un peu fort. Mais alors, d'après ce monsieur Seidel, il dit très clairement Kundry est l'image du judaïsme, Amfortas est l'image de Jésus juif, et Parsifal est l'image du Christ déjudaïsé, d'où la fameuse dernière phrase de Parsifal, rédemption au Rédempteur, c'est-à-dire c'est une rédemption d'une part idéologique, religieuse mais aussi raciste. Le Rédempteur juif doit être changé et là on revient aux écrits politiques où Wagner décrit, il a trouvé une théorie très très curieuse chez Schopenhauer, comme quoi le sang avait la faculté de se régénérer par certains procédés pour devenir pur. Ça a été repris par Gobineau, mais ça existait déjà avant Gobineau. Et Wagner reprend ça dans ses écrits politiques au même moment de la composition de Parsifal. Je suis d'accord, donc je comprends bien le point de vue et il est très convaincant quand on connaît le livret de Parsifal, mais qu'est-ce que vous répondez alors aux gens qui vous disent oui, mais Parsifal, quand ça a été connu à Paris, par exemple, ça a été considéré comme une œuvre chrétienne, comme quelque chose qui rouvrait vers une spiritualité dans une époque très rationaliste. Oui. Comment se fait-il est-ce que c'est qu'on peut trouver beaucoup de choses dans l'œuvre de Wagner? On trouve beaucoup de choses, notamment dans Parsifal, comme dans toute l'œuvre de Wagner. Et là, je dois revenir en arrière. Ce que j'ai dit sur les problèmes de la créativité, l'œuvre d'art ne fait pas toujours ce que l'auteur veut faire. Notamment pour Parsifal, Wagner écrit quand c'est fini, il faut que je recommence ça. Ça correspond pas à ce que je voulais. Probablement parce qu'il a pris une largeur d'interprétation possible qui n'était pas assez précise pour ses idées politiques. Il aurait aimé le recomposer. Mais il se dit, dans les journaux de Cosima Wagner, il dit j'obéis aux lois artistiques et je le laisse tel que. Voilà, il vaut mieux qu'il ne l'ait pas recomposé, puisque heureusement pour le public aujourd'hui. Parce que il est sans aucun doute Parsifal est une des plus belles œuvres musico-dramatiques du XIXe siècle et il donne des possibilités d'interprétation infiniment plus larges que ces horribles histoires accadabrantes sur un Jésus juif dont on change le sang vite fait, bien fait, et voilà, par le miracle, il y a Parsifal, le rédempteur germanique avec un sang bien convenable pour les temps futurs jusqu'à Hitler. C'est une histoire terrible, mais qui se racontait, et c'était
ça l'idée essentielle de l'esprit, du fameux esprit de Bayreuth qu'on se racontait et que Vincent d'Indy est venu exprès aller à Bayreuth pour entendre ce genre de paroles. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je voudrais repasser la parole à Gottfried Wagner. Vous adhérez là à tout ce qui a été dit sur et comment vous ressentez vous avez mis en scène Parsifal? Moi, personnellement, pas, parce que j'ai... C'est Lohengrin que vous avez mis en scène, c'est ça? Exactement, voilà, certainement, Lohengrin et Parsifal, nous avons bien, c'est un développement aussi très, très lourd pour moi. Je suis absolument d'accord avec M. Trüner, malgré tout, et malheureusement, la situation aussi historique avec, Wagner, dans le Premier Reich, avec une situation de la société allemande, a donné, influencé aussi une climat culturel politique qui était un désastre. Et c'est pour cela, avec la ligne Wagner, Cosima, Chamberlain, que nous savons bien que aussi Hitler a lu bien, alors il a vu aussi personnellement Chamberlain. Il y a une ligne historique a créé aussi une situation aussi spécialement aussi l'interprétation de Hitler. Nous avons bien que il a toujours dit la vision de Parsifal basée sur des discussions antisémites raciales lui était fasciné des écrits de Wagner. Alors, Wagner, malheureusement, a influencé dans une forme très, très grave aussi. Voilà, mais je pense que on peut à la fois, donc je pense que c'est un des résultats de notre soirée, c'est qu'on peut à la fois dire qu'il y a beaucoup en germe dans l'œuvre de Wagner, et puis même plus qu'en germe, il y a des choses qui sont déjà très développées, et en même temps, on constate que, par exemple, l'interprétation faite de Parsifal en 1934, un certain nombre d'éléments qui sont mis en valeur de l'œuvre de Richard Wagner conduisent à un appauvrissement considérable de l'œuvre. Je pense que c'est quelque chose sur quoi on va se mettre d'accord. Ulrich Trüner, très brièvement, parce qu'on a plus beaucoup de temps pour conclure. Mais il ne faut pas cacher ça. C'est un côté très important, il faut le savoir, parce que Wagner aussi du côté très dangereux. Et ça, il ne faut pas idéaliser Wagner, spécialement en relation avec Bayreuth ou le Parsifal. Alors, Ulrich Trüner, vraiment très brièvement, il nous reste moins d'une minute. Il y a des points de vue qui sont absolument touchants et sensationnels quand on pense par exemple que le Rédempteur Parsifal arrive à rien du tout sans la femme. C'est Kundry qui doit lui montrer le chemin et elle lui montre le chemin et c'est ça le miracle finalement qui contredit l'idéologie initiale que donc l'amour l'emporte. D'une part l'amour, mais aussi d'un côté politique, la femme et l'homme ensemble, les juifs et les non-juifs ensemble collaborent à une chose commune qui marche en Allemagne jusqu'à 1933. Sur une note d'espoir et j'ajouterais qu'il y aura dans 15 jours dans le même cycle une soirée consacrée à Haydn. Donc après tout, malgré tout ce que nous avons dit sur Richard Wagner, notre débat nous laisse une note d'ouverture à la fin et peut-être le rattache à une tradition musicale allemande plus positive. Je vous remercie en tout cas pour ce débat et merci aussi aux téléspectateurs de KTO de nous avoir écoutés.